messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Crise scolaire, les élèves de Dakar encadrés par les forces de l'ordre ont marché pour réclamer la fin des grèves des enseignants. Ils demandent également le report des examens, le temps de rattraper les heures de cours perdues. À suivre tout à l'heure le reportage de Mamadou Dian. Et puis la surveillance douanière a mis la main sur des médicaments contrefaits et du chanvre indien d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. Saisie effectuée dans les zones centres du pays, les corridors et le littoral. Sur les précisions du lieutenant des douanes Boukhar Seck, chef de la cellule aéroportuaire antitrafic dans ce journal. Et sur l'international, opération militaire russe en Ukraine, Kiev annonce la mort de 40 soldats et d'une dizaine de civils ukrainiens. La Russie a pris également un aéroport militaire aux portes de Kiev, affirme le président ukrainien. Les détails à suivre dans la page internationale de ce journal. Et dans la rubrique culture de ce soir, la maison turque à l'honneur, il s'agit d'une exposition qui a marqué l'inauguration du centre culturel turc de Dakar. Mamadou Dian nous propose dans cette rubrique de remonter dans le temps pour revisiter la manière de construction des Turcs à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous. Les élèves de Dakar ont marché ce matin de la place de la Nation jusqu'au rond-point RTS pour demander une reprise effective des cours et espérer rattraper les heures perdues ainsi qu'un report du baccalauréat après 3 mois de perturbation. Une marche pacifique dans l'encadrement ou sous l'encadrement des forces de sécurité. Mamadou Dian, y était reportage. Les élèves de Dakar ont arpenté les allées du centenaire jusqu'au triangle sud. Ils veulent une reprise effective des cours perturbés depuis 3 mois. Ces élèves, regroupés sous la houlette des gouvernements scolaires de Dakar, articulent leurs attentes autour de 3 points. Nous allons à l'école pour toute une semaine, on fait une seule matière et c'est pas tout admissible, c'est inadmissible. Et on est venu réclamer nos droits, demander à ce que les cours reprennent et aussi que les examens soient reportés. Parce qu'avec tout ce qu'on a perdu, il est impossible de faire le bac et les autres examens aux dates déjà calées. La demande de report du baccalauréat et la réduction du programme est motivée par des heures de cours perdues à cause de la grève répétitive des professeurs. Le rattrapage s'avère difficile à leurs yeux. Nous qui sommes en classe de première S par exemple, nous sommes en notre troisième leçon en mathématiques et numérique et géométrie confondues. Donc c'est inadmissible et impossible même de terminer un programme avec tout ce qu'on a perdu. Tout ce que nous voulons c'est étudier. Nous voulons que l'État nous aide pour la reprise normale des cours vraiment. Parce que nous sommes vraiment fatigués. Cette marche des élèves de Dakar a vu la participation d'une députée à l'Assemblée nationale. Elle a d'ailleurs adressé une question d'actualité au gouvernement il y a quelques jours sur ces perturbations. Nous sommes venus pour les soutenir, pour leur dire que nous sommes à leur côté pour que cette école sénégalaise soit sauvée. Il n'est pas normal que les fils d'en haut étudient pendant que les fils d'en bas sont sur le terrain. Nous prenons un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Reprendre les cours, tronquer le programme et repousser les examens, c'est ce que souhaitent ces élèves de Dakar après 3 mois de grève. Gouvernement et enseignants se retrouvent autour de la table des négociations ce vendredi. Et les unités douanières, les unités de surveillance douanière ont saisi entre vendredi et mardi dernier des médicaments contrefaits et du chanvre indien pour plus de 400 millions de francs CFA selon la division communication et relations publiques des douanes sénégalaises. Saisie effectuée au cours de plusieurs opérations de bouclage engagées dans les zones centres, dans le littoral et les corridors. Les précisions du lieutenant des douanes Boukhar Seck, également chef de la cellule aéroportuaire trafic. Je vous propose d'écouter. La saisie a été effectuée le 21 février 2022
vers les coups de 18 heures au niveau de la zone arrivée sur une passagère et à bord d'un vol aussi d'une compagnie aérienne étrangère. C'est sur la base d'un ciblage que nous avons sélectionné ce passager. Et ce ciblage repose sur un certain nombre d'indicateurs, notamment les incohérences liées à quelques aspects du voyage. Et parmi ces incohérences, on a noté l'objet du voyage en rapport avec beaucoup d'autres éléments qui nous ont amenés à procéder à la fouille des bagages du passager. Quand nous avons procédé à la fouille des bagages de prime abord, nous y avons trouvé, dans la valise, je dirais, dans la seule valise qu'elle avait, nous y avons trouvé que des effets personnels. Mais quand on a vidé la valise, on s'est rendu compte que la valise était anormalement lourde, ce qui nous a poussé à recourir au rayon X de la douane afin d'y voir plus clair. Arrivé au rayon X, en compagnie toujours de la dame, en sa présence constante même et effective, et il ressort des conclusions du laboratoire que c'est de l'héroïne pure, d'un poids total de 3,9 kg. Et dans l'actualité politique, élection législative du 31 juillet 2022, le ministre de l'Intérieur rencontre les acteurs politiques ce vendredi en vue de la fixation du montant de la caution. C'est dans le cadre des avis consultatifs. Au-delà de la fixation de la caution, Cheikh Sarr, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, estime que le parrainage doit être maintenu afin d'éviter la floraison des listes lors de ces élections. Il est joint par Migui Maram Ndiaye. À l'état actuel des choses, il va être difficile que je puisse vous donner la position exacte de la majorité. Nous allons à une réunion de concertation. Nous y serons et j'ai l'honneur de faire partie de la délégation donc de Benno Bokk Yakaar. Nous y serons, nous ferons des positions et le ministre qui consulte, nous donnerons notre position. Maintenant, d'autres donneront leur position et le ministre sur cette base-là fixera la caution. Donc à l'état actuel des choses, nous confirmons notre participation et nous y serons avec une proposition. Mais malheureusement, pour le moment, on ne peut pas en fait, la mettre sur je veux dire la rendre publique, quoi. Mais vous savez que la caution et le parrainage sont, il faut le dire, hein, s'il s'agit de ça, c'est des filtres qu'on a mis dans le code électoral pour pouvoir avoir, en tout cas, des listes crédibles, je veux dire, pour ne pas laisser la porte ouverte à, entre guillemets, une anarchie d'un point de vue, en fait, d'un certain nombre de listes. Parce que aussi, on a trop de listes. Même matériellement, l'organisation des élections peut poser problème. Nous avons vu ce qui s'est passé lors des dernières élections de 2017 où nous avions, je crois, 47 listes. C'était extrêmement difficile. Nous pensons maintenant, par la caution, mais par le parrainage, que nous aurons des listes avec qui se présenteront avec des projets de société consistants et qui permettront aux populations de choisir. Lors de la commission politique du dialogue national, enlever le parrainage pour les locales, mais pour les élections législatives, le parrainage en fait est l'une des conditions de participation. Maintenant, étant donné que c'est la classe politique qui peut dégager un consensus à ce niveau pour l'enlever, mais pour le moment, dans l'état actuel du code électoral, le parrainage est une condition obligatoire pour participer aux élections. Et l'installation des nouveaux élus locaux se poursuit. Le nouveau président du conseil départemental de Nioro et le maire de la commune de Waknguna ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. À Nioro, le nouvel élu a pour ambition de revaloriser les sites touristiques de cette commune. Et le maire de Waknguna, lui, compte accompagner les femmes et les jeunes dans leur autonomie financière à Damassar. Élu à la tête du conseil départemental de Nioro, Ali Mané décline son programme culturel. Selon lui, la modernisation des sites touristiques qui existent dans son département peuvent contribuer au développement de la localité. C'est en développant la culture que le tourisme va se nourrir. Là où on est à 2 km, on a le site de Patebadian qui est très historique aussi. On va faire 1860 mètres. SL qui va réhabiliter ce site.
Et en plus de cela, comme vous le savez, les sites de Ngayen, à Singayen ou bien dans les autres lieux comme il y a des efforts qui ont été faits. Le conseil départemental va louer avec d'autres contacts sur le plan national, sur le plan international, pour restaurer ces sites qui sont les sites, je dirais, parmi les plus importants en Afrique, je dirais même pas au Sénégal. Vous le savez bien, la bataille de Pathé Badiane, c'est en 1860. C'était une coalition de résistants africains contre le colonialisme français. Vous avez vu ce qui s'était passé. C'était l'une des plus grandes victoires de l'Africain sur le colonialisme. A bien participé aussi sur le mausolée de Mame Diarra Bousso, qui est à Porokhane, avec ses puits et tout ce qui ressemble et ce qui regorge comme lieu important dans cette ville sainte. Non loin de Nioro, la commune de Wakunguna, le maire élu pour un second mandat veut placer la jeunesse et les femmes au cœur de son programme. N'oubliez pas que les communes sont des démembrements de l'État. Et tout le monde peut reconnaître que le président de la République, dans toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre, a mis un accent particulier pour la prise en charge des questions des femmes en termes d'autonomisation économique, mais également d'entrepreneuriat pour les jeunes en termes d'insertion. Donc nous ne pouvons que nous insérer dans ce sillage, aider les femmes à être autonomes sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dans le cadre de nos relations de partenariat, mis en place un fonds qui a permis aujourd'hui de financer à hauteur de 100 millions les femmes de la commune de Wakunguna. L'emploi des jeunes, vous prenez aujourd'hui la cartographie de la population sénégalaise, les jeunes sont majoritaires. Et leur préoccupation majeure, c'est comment trouver un emploi. C'est la raison pour laquelle également nous entendons mettre un accent particulier sur les techniques d'appui à l'insertion des jeunes, à travers l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes. Et là aussi, remercier le président de la République parce qu'il a mis en place des instruments qui permettent d'accompagner techniquement comme financièrement les jeunes dans leur processus d'insertion professionnelle. À Nioro, comme à Wakunguna, l'ambiance était au rendez-vous. L'actualité, c'est aussi la réfection du building administratif va coûter 7 milliards de francs CFA. Selon Abdoulatif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement, c'est de l'opacité et un manque de transparence de la part de l'État du Sénégal. Se désole le chargé des programmes du Forum civil Abdoul Malik Bousso. Il demande à l'Assemblée nationale de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Abdoul Malik Bousso est joint par Elash Malik Sissé. La réparation des dégâts sur le building administratif à hauteur de 7 milliards. Cela montre toujours que le gouvernement est resté dans les dispositions de l'opacité et de manque de transparence. On ne peut pas comprendre qu'il y ait autant d'investissements pour la restauration du building à hauteur de 40 milliards et qu'il y ait cet incendie-là, que les responsabilités n'aient pas été effectivement statuées. C'est réveillé pour nous dire que c'est un accident et qu'il va falloir mettre 7 milliards pour corriger et réparer les dégâts. Je crois que la manière de faire du gouvernement à l'espèce montre à suffisance le mépris qu'ils ont pour le code des marchés publics et pour la bonne gouvernance des ressources publiques. C'est pas acceptable et je crois que l'Assemblée nationale devrait se saisir parce que c'est eux quand même qui autorisent le gouvernement à travers la loi de finances de procéder à un certain nombre de dépenses. Se saisissent de cette question par une commission d'enquête. Il faut que nécessairement aussi la société civile et les journalistes procèdent aux investigations pour pouvoir documenter les conditions dans lesquelles ce marché a été exécuté et ce qu'il en a résulté. On ne peut plus continuer à laisser le gouvernement et les décideurs à qui le sort de ce pays a été confié faire ce qu'ils veulent avec les ressources publiques. Ce n'est plus acceptable là où on nous trouve. Il y a tellement d'urgence, il y a tellement de problèmes. L'école est en souffrance, la santé est en souffrance. Et on continue à faire des prélèvements indus sur les ressources publiques pour donner des marchés à des amis et à des connaissances, au mépris de toutes les dispositions et de tous les standards internationaux. C'est pas acceptable. Et des infrastructures de qualité, il n'en manque pas au Sénégal, mais certains jeunes trouvent toujours un moyen de les caillasser lors de certains événements. Le dernier en date, lors de l'inauguration du tout nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, des actes déplorables et à bannir selon ces citoyens rencontrés à Bentali par Aïssatou Kane. Céline Mbaye, reportage. C'est loin d'être une première. Ce comportement est unanimement fustigé.
Ce n'est pas du tout normal, ces infrastructures, c'est d'abord pour les jeunes. Ils ne doivent pas les saccager. Les parents doivent rééduquer leurs enfants, qu'ils aient un bon comportement au moins. Ce chauffeur qualifie cette attitude de sabotage. Non, c'est vrai, ces jeunes doivent arrêter. C'est simplement du sabotage. Si tu n'as pas d'idée ni de place, mieux vaut rester à la maison et regarder la télé comme tout le monde. Massamba tente pour sa part de justifier l'acte de ces jeunes. L'acte des jeunes est compréhensible, hein? C'était mal organisé, les politiciens sont venus avec leurs militants. En plus, la plupart des jeunes n'ont pas de travail. Moi, je ne vais pas m'acharner sur eux car ils se sont sentis persécutés par les forces de l'ordre. Après ces nombreuses déprédations, nos interlocuteurs réclament des sanctions. La frustration de certains ne doit en rien cautionner des actes de vandalisme. Le phénomène fait aussi l'actualité. Il s'agit des coups d'État dans l'espace CEDEAO qui poussent Afrikajom Center à la réflexion, réunis autour du thème le retour des coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO, cause profonde et réponse appropriée. Et pour ces experts et chercheurs, la malgouvernance et la gestion de l'armée font partie des causes principales des coups d'État. Le compte-rendu de Mamadouzi. La recrudescence des coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO inquiète Afrikajom Center et ses experts. Les causes sont multiples. Le relève de la crise de légitimité et la malgouvernance. On sait tous qu'aujourd'hui, il y a une crise de la représentativité, il y a une crise de la légitimité aussi qui est vraiment saillante en Afrique. Comment se présente l'État? Comment devrait se présenter l'État? Telle est la question en fait qu'il faut se poser aujourd'hui. Les causes sont liées à des problèmes de gouvernance. Les causes sont liées à des problèmes internes aux États africains, aux problèmes d'organisation, notamment à l'organisation de nos armées. Et les causes aussi sont liées à des solutions non suffisantes en réalité. Pour y mettre fin ou éviter les coups, des pistes de solutions ont été dégagées. De la gouvernance inclusive est mise en avant. Aujourd'hui, faire de telle sorte que l'armée reparte dans les casernes, c'est bien possible. La gouvernance inclusive et cette gouvernance inclusive là aussi devrait être comprise par les politiques ainsi que par les populations, surtout la jeunesse, pour pouvoir chacun avoir son rôle dans l'État. Les gens sont en train de s'interroger sur la configuration de nos armées, sur le rôle de nos armées, sur le repositionnement de nos armées, mais aussi sur la place du politique, sur la place de la politique, sur la place des politiques, sur la gouvernance et sur la manière de gouverner nos sociétés. En 2020 et 2021, 3 pays de l'espace CEDEAO ont subi des coups d'État. Pour Afrikajom Center, il faudrait voir comment rebâtir les institutions et rappeler les obligations de tout un chacun dans une société. Et pendant ce temps, les éléments français du Sénégal ont ouvert leur quartier général 6 à Ouakam à la presse sénégalaise. Ceci pour parler essentiellement du retrait des militaires français dans le cadre des opérations Barkhane. Le compte-rendu est signé Abdourahmane Li. À bord de ce bus, nous faisons le tour du quartier Colonel Gels, quartier général des éléments français du Sénégal. Ici, les forces françaises y vivent avec leurs familles et aucune arme n'y est admise, précise-t-il. À l'unité de coordination régionale, nous rejoignons l'adjudant Teddy qui, après le Mali et Thiès au Sénégal, revient de la Guinée, tout cela en 4 mois. Sa mission, former des militaires des pays partenaires de la France en déminage et explosifs. Au-delà de son grade de chef de bataillon, Thierry a lui aussi le titre d'instructeur. On est plus en charge de la formation état-major, la partie haute du commandement des bataillons. Pour cela, nous formons essentiellement nos 3 partenaires qui sont déployés à la MINUSMA, le Sénégal bien entendu, le Togo et la Guinée. Les formations se passent très très bien puisque
les différents états-majors ont déjà un vernis de base et en fait nous on fait que de l'accompagnement et on leur donne différentes clés pour que eux, en arrivant sur le théâtre, ne puissent pas être surpris. Des formations auxquelles des militaires maliens ont pu bénéficier avant la rupture de confiance qui a mené à la résiliation du contrat de partenariat militaire entre le Mali et la France, explique le commandant des éléments français au Sénégal, ce qui modifie la carte des opérations Barkhane, aujourd'hui en cours de restructuration. C'est que son champ d'action évolue et va désormais se concentrer sur 3 volets. Le premier volet, c'est la poursuite des opérations conjointes aux côtés des États sahéliens qui le souhaitent. Le deuxième volet, c'est la mise à disposition d'un certain nombre de moyens militaires, essentiellement aériens, pour aider les forces africaines, mais également françaises et alliées qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et le troisième volet, c'est celui du partenariat militaire opérationnel. Ce sont en fait des actions de coopération entre nos armées. Ça se traduit par des échanges pour partager les bonnes pratiques. Commandant Delpit fait état de plusieurs centaines de mercenaires de la société Wagner au théâtre des opérations au Mali. Un déploiement qui ne portera pas les fruits escomptés, poursuit-il, avant de se dire plus que jamais déterminé à lutter contre le terrorisme en Afrique. Il dresse ainsi un bilan positif de la force Barkhane en 9 ans d'engagement. Cette force, appuyée par un certain nombre de ses alliés européens, a permis en 2013 d'éviter l'effondrement du Mali. Elle a directement contribué également à la montée en puissance des forces armées maliennes qui à l'époque n'étaient que de 7 000 hommes, sont aujourd'hui de l'ordre de 40 000 hommes, très bien structurés et capables de produire des effets opérationnels extrêmement significatifs sur l'adversaire, avec un courage et une pugnacité de la part de nos camarades militaires maliens qui méritent d'être salués. Cependant, le commandant des éléments français au Sénégal estime que la solution militaire n'est pas la seule option pour lutter contre le terrorisme. Mieux, le commandant Michel Delpit estime qu'il ne peut y avoir de victoire militaire face au terrorisme. Il invite l'engagement de tous pour lutter contre. Et puis, lutte en plus bref, le combat Modulo Ama Baldé reporté ultérieurement pour cause. Modulo, blessé à l'épaule, doit se rendre aux États-Unis pour se faire opérer. Le combat était prévu le 13 mars. L'actualité internationale, c'est d'abord le Burkina Faso, 30 mois avant l'organisation d'élections. C'est ce qu'a proposé la commission mise en place début février pour plancher sur le projet de charte de transition qui a remis hier son rapport à la présidence. Les membres de cette commission sont principalement des civils, dont des juristes, sociologues, économistes et des officiers qui ont proposé aussi dans ce rapport un gouvernement d'une vingtaine de personnes et un organe législatif de près de 50 membres. Ce rapport sera soumis aux forces vives de la nation avant validation. Pour rappel, la CEDEAO qui avait demandé que lui soit proposé un calendrier raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso après le coup d'État. Et puis, guerre en Ukraine, les Russes ont conquis un aéroport militaire près de Kiev, selon le président ukrainien. Kiev annonce également la mort de 40 soldats et d'une dizaine de civils ukrainiens. Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi 24 février une opération militaire en Ukraine après une escalade des tensions entre l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. La communauté internationale a d'ailleurs largement condamné les actions de Vladimir Poutine et la réaction du président français à cette situation en Ukraine. Emmanuel Macron, qui s'est adressé au Parlement ce vendredi pour annoncer sans doute des mesures, il réaffirme son soutien aux pays alliés et entend répondre à ce qu'il appelle un acte de guerre. Écoutons sa réaction. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes,
Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble. C'était la réaction du président français Emmanuel Macron sur la situation en Ukraine. Également, l'Union africaine qui a réagi à travers un communiqué sur cette situation en Ukraine. L'organisation panafricaine qui appelle la Fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Le président en exercice donc de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union exhortant les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques sous l'égide des Nations Unies afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire pour la paix et la stabilité dans les relations internationales. Place à notre rubrique culture qui s'intéresse ce soir à la Maison Turque. Il s'agit d'une exposition qui a marqué l'inauguration du Centre culturel turc de Dakar. Mamadou Dian nous propose ici de remonter dans le temps pour revisiter la manière de construction des Turcs. On regarde. L'exposition est dénommée la Maison Turque. Après la musique, c'est au tour de la construction, dans l'agenda culturel turc, d'être exposée. Chaque société a sa propre langue, ainsi que sa propre architecture. Celle des Turcs prend ses racines dans l'Antiquité. Dans cette exposition, vous avez un peu le résumé de l'évolution de la maison turque. À l'origine, c'est une tente, et vous avez l'explication de la fabrication du tente et comment on est passé du tente à des maisons. À l'époque, quand une famille voulait construire, elle offrait un cadeau à un architecte, généralement un sac de blé, posé devant sa maison. S'il accepte, il se met automatiquement à la tâche en fonction des moyens dont dispose la famille et des besoins de la femme, considérée comme la maîtresse du foyer dans la sociologie turque. Mais l'architecte ne prend pas en compte les filles dans son plan. Par exemple, s'ils ont deux enfants, s'ils ont trois enfants, deux garçons et une fille, on va construire une maison composée de deux chambres, mais on ne va pas en faire une pour la fille parce que la fille, elle va partir de cette maison. La maison turque apparaît dans toute sa splendeur. Son architecture est spécifique. Une maison turque, en général, elle est composée de deux étages avec un cour qui est entouré. Et à l'étage, à l'entrée, donc au rez-de-chaussée, vous avez un étage où on va fabriquer, on va cuisiner, on va tisser des tapis, c'est là qu'on va travailler les animaux, etc. À l'étage au-dessus, c'est là où on va vivre. Dans chaque chambre, vous avez une cuisine, une salle de bain, c'est tout dans une chambre. La Turquie a une société musulmane. Elle est ancrée dans les valeurs de l'islam. La religion de Mohammed ne laisse en rade aucun segment de la société. Dans ses enseignements, la maison turque suit plus ou moins ses instructions. En fait, tout est tissé à notre religion. Si vous voulez, c'est le reflet de la sociologie turque. Par exemple, vous avez des balcons qui sont entourés de cages où la femme puisse regarder la rue sans qu'on la perçoive. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple de la maison turque. Vous avez des portes et dans ces portes-là, vous avez des espèces de sonnettes. Donc si la personne qui vient dans cette maison, c'est une femme, elle va utiliser la sonnette qui a un son plus aigu que l'autre. Donc la personne qui est à l'intérieur de la maison, avec le son, il comprend que c'est une femme qui arrive, c'est une femme qui va ouvrir la porte. C'est pour éviter les malentendus, c'est pour être à l'aise, c'est pour travailler, c'est pour vivre comme il faut dans le respect. Par exemple, quand on va construire la maison, on fait très attention au voisinage. Tout ça, en fait, tous ces détails
c'est le reflet de notre religion qui est l'islam. Cette maison turque a traversé des milliers d'années. L'architecture a connu une évolution. Les maisonnettes s'érigent en résidences et châteaux, mais les Turcs conservent la même philosophie de vie. On a gardé cette même mentalité dans cette évolution-là. Donc aujourd'hui, on arrive à trouver des grandes maisons, des palais, mais à la base, on a préservé cette philosophie de vie. Cette exposition a accompagné l'inauguration du Centre culturel turc à Dakar. Yunus Emre, l'évolution de la maison turque, est présentée au jardin de l'Institut. Voilà, c'est sur ces notes culturelles que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur ITV.